Lorenzo d'avoir organisé ce débat, donc qui a connu pas mal pas mal de difficultés à se mettre en place parce qu'on tenait absolument à faire ça en physique à Bruges. On en fera un autre. Je suis ici en tant que professeur, pas en tant que membre du PS, dont je n'ai jamais été membre, ni d'aucun autre parti. Je suis ici aussi en tant que, par amitié pour Paul, qui est un ami de 25 ans, pour le plaisir de discuter aussi avec Laurent Geoffrin, que j'ai beaucoup lu, notamment dans Libération, et bien entendu par intérêt pour le sujet de l'avenir de la social-démocratie. Alors, les étudiants ont beaucoup travaillé en amont de cette réunion en écrivant une petite note de cadrage, et trois thématiques se dégagent de tout ça. Donc, ils ont prévu la chose suivante. D'abord, 35 minutes de débat entre Paul Magnette et Laurent Geoffrin sur ces trois thématiques. Ensuite, questions-réponses avec les participants en ligne. Les trois thématiques, c'est celle de l'influence idéologique de la social-démocratie en Europe aujourd'hui, celle de la représentation de la social-démocratie au sein des institutions européennes et celle de l'avenir de l'Europe sociale. Alors, sur la première thématique, c'est un peu le constat d'une crise de l'idéologie de la social-démocratie en Europe qui se traduit bien entendu dans les urnes et qui serait la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui ont été beaucoup analysés par pas mal de spécialistes. La disparition de la classe ouvrière en tant que telle, l'individualisation de la société qui pousse les gens à peut-être voter pour des partis qui ont des conceptions plus individualistes du bien public, la focalisation aussi des partis socialistes existants sur les droits de certaines minorités, ce qui ne fait que renforcer cette déconnexion avec les classes populaires qui ne s'estiment plus prises en compte et qui vont migrer vers les extrêmes, l'essoufflement du syndicalisme qui ne sert plus de réservoir pour les partis socialistes, et enfin la crise idéologique qui est liée à l'échec de la troisième voie et le fait qu'aujourd'hui les partis centristes préemptent en quelque sorte cette social-démocratie revisitée. Ma question donc à Paul Magnette, à Laurent Geoffrin, ça serait que peut-on faire pour y remédier? Je ne sais pas qui veut commencer. On va commencer par Laurent Geoffrin puisque c'est lui que je connais le moins bien. Attendez. Là, vous m'entendez là? Oui. Il y a marqué Mouchard parce que c'est mon vrai nom. Geoffrin, c'est un faux nom. Donc, je vous explique pourquoi, parce que je vois apparaître dans mon nom de naissance. Et en fait, j'ai pris Geoffrin parce que Mouchard, ça n'allait pas pour un journaliste. Mais c'est pas le sujet. Simplement, c'est pour expliquer pourquoi il y a ce nom qui apparaît. Euh, alors, je crois que la première chose, en tout cas, c'est la démarche que nous avons suivie dans l'association que nous avons montée, Engageons-nous. Euh, Au fond, on s'est dit, je me suis dit, il doit y avoir une fierté social-démocrate. Alors ça paraît un peu, comment dire, optimiste et trop positif, mais euh, il faut arrêter de raser les murs. Il faut arrêter de s'excuser d'avoir été réformiste, réaliste, d'avoir voulu gouverner le pays et d'avoir voulu faire des réformes dont on peut juger aujourd'hui qu'elles sont insuffisantes, mais qui sont réelles. Or, c'est un problème qu'on a en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe de ce point de vue-là en Belgique, mais la social-démocratie en France, enfin, l'idée social-démocrate, est mal considérée souvent, évidemment à droite et à l'extrême droite, en Syrie, mais également à gauche. Parce qu'on doit toujours se justifier du fait qu'on n'ait pas fait la révolution, pour faire court, qu'on n'ait pas changé radicalement le mode de production, la société, ses structures, ses mentalités, etc. Et que finalement, on est toujours dans une société capitaliste, dominé le plus souvent par des idées libérales ou maintenant par des idées nationalistes ou populistes. Donc il faut s'excuser, il faut dire oui, c'est vrai, on n'a pas été loin, etc. Or, c'est faux. Il faut d'abord, sur le passé en tout cas, il faut regarder les choses comme elles sont. C'est que la plupart des réformes, la plupart des institutions, la plupart des procédures juridiques ou sociales qui rendent la vie des Européens moins dure, moins injustes, moins inégales, elles sont dues à la social-démocratie, soit parce qu'elle les a mises en œuvre, soit parce qu'elle les a soutenues ou défendues, exigées, demandées, revendiquées. Et donc, ce qui rend la vie moins dure en France, d'abord, en Europe en général, c'est l'œuvre historique depuis maintenant près d'un siècle de la social-démocratie. Et si on prend l'exemple de la France plus récente, hein, qui a réduit le temps de travail, qui a accru les droits des travailleurs, qui a créé, par exemple,
la CMU, qui est la couverture maladie universelle, que les États-Unis essayent de mettre en place depuis des décennies et qui n'arrivent toujours pas à faire, et qui a créé l'allocation pour les migrants sans papier, de manière à ce qu'ils soient soignés comme les autres, et non pas laissés à l'abandon dans les rues, etc. Qui a fait tout ça? Parce que je pourrais en aligner comme ça pendant un quart d'heure. Qui a fait tout ça? Ben, c'est nous. Et voilà, c'est nous. C'est les socialistes, les socialisants, les sociodémocrates, la gauche républicaine et sociale au sens large. Voilà, c'est nous qui avons fait ça. Et le deuxième point, c'est là-dessus qu'on s'est lancé aussi, c'est que est-ce que ces idées-là sont mortes finalement? Est-ce que ce programme ayant été réalisé, qu'on oublie d'ailleurs de nous créditer, hein, mais bon, ça a été réalisé quand même à la fin des fins. Est-ce que ce programme suffit à justifier notre existence qui est maintenant finie? Ce serait ramener le programme socialiste ou social-démocrate à un ensemble de mesures finalement qui auraient été définies au début du XXe siècle par Jaurès, dans les programmes socialistes ou socialistes européens de cette époque-là. Puis maintenant, on a mis en place tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire un droit du travail, une sécurité sociale, une république libre, une liberté d'expression. On a contribué à ça, etc. Est-ce que c'est fini? Mais c'était pas ça le programme. Le programme initial, c'est de créer une société juste. C'est ça le fond de l'affaire. On veut une société juste, à terme. Alors on se différencie des révolutionnaires parce qu'on ne pense pas que ça puisse se faire du jour au lendemain, et encore moins par la violence. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, ça a été mis de côté par l'histoire, d'ailleurs, l'histoire du XXe siècle. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, ben, on a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à une société juste. On n'y est pas, loin de là. D'autant plus que dans les années 80, politiquement, on a plutôt perdu face aux libéraux. Et donc, le capitalisme s'est mondialisé, s'est développé contre nous, contre nos idées, contre notre volonté. Et on a essayé de le limiter, de canaliser tout ça, mais on n'y a pas bien parvenu. Et donc, on a encore beaucoup à faire. Et si on note trois défis, et j'aurais terminé par là, qui nous attendent, un, les inégalités, les injustices sociales, les discriminations. Il y a énormément à faire, évidemment. Deuxièmement, la transition écologique, faire en sorte que le modèle productif européen devienne compatible avec les objectifs de la conférence de Paris, par exemple, sur le réchauffement climatique. Et troisièmement, rénover la démocratie, qui est actuellement victime d'une crise de représentation et d'une crise des élites. Et donc, là, l'idée serait de faire en sorte que les citoyens puissent intervenir beaucoup plus directement dans la marche des affaires entre deux élections. Mais je ne vais pas m'étendre plus parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Mais voilà, on a un programme, on a une perspective et on a une utopie. C'est-à-dire qu'on pense que la société, on peut construire un monde meilleur. C'est encore possible. L'idée de progrès n'est pas morte. C'est ce qu'on essaye de crier sur tous les toits. On a du mal parce que les gens ont pris tellement de coups il y a eu tellement de déconvenus qu'on pense que les choses vont aller de mal en pis. Mais nous, on croit à l'idée de progrès. Progrès social, progrès écologique, progrès démocratique. Voilà. Merci pour cette première introduction. Paul, est-ce que tu as assez de batterie pour Oui, désolé, voilà, désolé pour cette petite avarie technique, mais donc j'ai oublié de charger mon portable avant de commencer. Il me reste 2%, donc je vais vite vous répondre et puis vous m'en voudrez pas si je file chercher un chargeur. Donc je dirais que je rejoins d'abord très largement ce que vient de dire Laurent Geoffrin et je suis content que cette dimension finalement de fierté assumée soit remise au cœur du débat parce qu'on a un peu trop tendance à s'auto-flageller, je dirais, depuis un certain temps. Or, comme disait très justement le sociologue du travail Robert Castel, si on exclut l'hypothèse de la disparition du capitalisme, qui n'est quand même pas une hypothèse qu'on peut considérer comme étant très proche et très immédiate, eh bien, la forme la plus radicale de contestation du régime économique qui subsiste, ça reste la social-démocratie. Et comme l'a très justement dit Laurent Geoffrin, toutes les grandes avancées des dernières années, des dernières décennies,
depuis le suffrage universel dans la plupart des États membres européens, jusqu'aux grandes avancées des droits et libertés, et notamment la lutte contre les discriminations en fonction du genre, en fonction de l'orientation sexuelle, la lutte contre le racisme, en passant par tout ce qui a pu engendrer le droit du travail et le dialogue social. Tout ça a été porté par le mouvement ouvrier, comme on disait autrefois, c'est une expression qu'on a un peu oubliée, mais qui était une belle expression, peut-être par le mouvement composé des partis socialistes, mais aussi, bien sûr, du monde syndical et dans beaucoup de pays européens, aussi du monde coopératif et mutualiste qui l'a accompagné. Donc ça, c'est important de le rappeler. En même temps, on ne peut pas ne pas faire une certaine forme de mea culpa. Et je dirais que ce mea culpa, ou d'analyse historique et d'autocritique, on doit au moins le faire sur 4 points. Je vais esquisser très rapidement parce qu'il ne me reste plus qu'1% de batterie. Un, il y a quand même eu cette tentation de la troisième voie. Dans beaucoup de, pas en France, pas en Belgique, mais certainement au Royaume-Uni, en Allemagne, dans un certain nombre de pays nordiques, et donc finalement une perte d'autonomie culturelle de la social-démocratie qui n'a plus été à un moment donné qu'une forme de libéralisme à correctif social, le libéralisme de gauche, et qui a fait perdre finalement son identité à la social-démocratie. Deux, dans la foulée, il y a eu un certain abandon de la classe ouvrière. À nouveau, pas partout, mais il y a quand même eu le sentiment à un moment donné qu'on était dans une espèce de grande vague de modernisation, que l'emploi industriel, ça allait être de moins en moins important, qu'il y avait une évolution sociologique, une élévation moyenne qui est tout à fait juste du niveau d'éducation et du nombre de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, et que donc il fallait accompagner cette évolution sociologique. Et tant pis si eh bien, il y avait des dégâts et qu'il y avait des perdants de la mondialisation. On n'a pas été suffisamment du côté de la défense de ces perdants de la mondialisation. Trois, on est entré dans un cadre, on a laissé se construire un régime économique européen et international qui est structurellement hostile aux options de la social-démocratie. Ça appelle un long débat, mais les travaux notamment de Fabien Esposito, etc., sur le sujet l'ont montré. Le pacte de stabilité et de croissance, les grands accords de libéralisation des flux financiers, etc., ont créé un cadre dans lequel la capacité de régulation s'est réduite et où donc la capacité pour l'autorité publique d'agir dans la régulation au profit de l'intérêt commun s'est réduite et a laissé exploser des inégalités. A permis, les classes moyennes n'ont pas vu forcément leur situation se détériorer, mais elle a stagné pendant que les catégories sociales supérieures, elles, ont vu exploser leurs revenus, leur patrimoine. Ça a été très bien étayé par les travaux de Thomas Piketty, et ça donnait ce sentiment, là aussi, d'un abandon et d'un accroissement objectif des inégalités. Et quatre, il y a eu une insuffisante prise en compte de l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique, et ça, j'espère qu'on pourra le creuser dans la suite du débat, mais là, j'ai vraiment plus de batterie, donc j'arrête et je vous rejoins tout de suite. Merci Paul. Je vais peut-être repasser la parole à Laurent Geoffrin sur cette question de la différenciation. Comment est-ce que la social-démocratie peut encore se différencier, je veux dire, des autres familles politiques et notamment de ce qui est en train d'émerger dans pas mal d'États européens au centre, comme le macronisme en France ou d'autres courants de tendance libérale ailleurs. Paul a dit que les 3 marqueurs de la social-démocratie, c'était la lutte contre les inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique, le renforcement de la démocratie ou l'amélioration des pratiques démocratiques. Qu'est-ce qui reste de spécifique à la social-démocratie dans tout ça? Si on prend l'exemple de la France, les propositions que nous faisons, celles que font les gens de gauche en général, sont très différentes de la politique de Macron. Macron fait une politique centriste, centre-droit, dirons-nous, qui se droitise au fur et à mesure de son parcours. Pas forcément dans la crise du Covid, hein, mais en tout cas dans la manière dont il a géré le pays depuis son élection, progressivement, il en est venu à une politique qui ressemble plus à celle qu'aurait menée probablement Juppé ou quelqu'un comme ça. Et il assume ça parce qu'il sait que maintenant ses réserves de voix sont plutôt à droite qu'à gauche. Parce que ses convictions ne sont pas très assurées, donc il est très pragmatique. En matière politique, il est très, très bon en tactique politique, mais il n'a pas de conviction profonde, en fait, à mon avis. Enfin bref. Donc, à partir de là, effectivement, il y a eu l'illusion blairiste. Ça, c'est vrai. Et on y a succombé, y compris en France, d'ailleurs. Il est probable qu'aucune partie des mesures Hollande, par exemple, qui ont été mal reçues par une partie de la gauche, venait aussi de l'illusion blairiste, qu'on a tous peu ou prou partagée, en ce sens que il y avait cette idée qu'on va accompagner la mondialisation en essayant d'en gommer ou d'en compenser les effets les plus négatifs, en se disant, bon, ça va faire une prospérité plus grande et ça va faire de l'emploi. Parce que l'obsession, en France en tout cas,
c'était l'emploi. Donc on disait, bon, bah, ici, si la mondialisation permet de créer des emplois en France, accompagnons. Et c'était l'idée de Blair aussi. D'ailleurs, ça a mieux marché chez Blair qu'en France de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que du coup, le Parti socialiste est devenu un parti largement de classe moyenne, plus que de la classe ouvrière, traditionnellement, qu'il était avant. Et donc, ces propositions, ces réflexions, ces postures, ces idées, ces réactions étaient largement liées à la culture des classes moyennes urbaines, euh, donc avec à la fois une certaine facilité à adopter les méthodes de l'économie de marché, tout en les contenant évidemment, et puis en mettant l'accent surtout sur les réformes de société qui plaisaient, à juste titre d'ailleurs par ailleurs, parce que on n'a pas à rougir de ça, mais à mettre en avant plus les réformes de société que les questions sociales. Mais bon, maintenant, il se trouve que la situation a changé et que on se retrouve avec une économie qui est trop mondialisée finalement. On se retrouve avec des défis collectifs énormes qui sont effectivement ces inégalités que les socialistes n'ont pas assez combattues dans les années 90-2000 et avec un défi climatique massif. Hein, parce que non seulement, comme on ne remplit pas les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes d'ailleurs, je parlais de la conférence de Paris, mais enfin tout le monde se fixe des objectifs en matière écologique, mais ne les remplit pas. Et si on laisse les choses dériver, il y aura le réchauffement d'une part, et puis il y a ce risque qu'on connaît à partir des années 2040-2050 d'accélération. C'est-à-dire que ça prend une tournure résolument catastrophique pour le coup. Donc on doit réagir collectivement à ce défi. Le dernier défi étant le défi populiste finalement. Dans la critique du populisme, il y a une ambiguïté parce que on a l'air de critiquer le peuple finalement. Parce que le peuple ne pense pas comme nous, donc il est populiste. Donc c'est un problème ça. On ne peut pas constamment prendre les gens par le mépris. C'est-à-dire, écoutez, ce que vous racontez, ça n'a pas de sens, c'est ridicule, ou c'est fasciste, ou je ne sais quoi. C'est un peu court comme réaction. Et donc, il faut déjà au moins des procédures dans lesquelles les électeurs, la population puisse intervenir dans la marche des affaires. Et deuxièmement, il faut écouter ce que disent les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont besoin de protection sociale, d'une part, et d'autre part, qu'ils sont inquiets de l'insécurité et ils sont inquiets de l'immigration. Il ne s'agit pas de dire bah, vous avez raison, allons-y, et se retrouver avec la droite. Mais simplement, il faut une politique sur l'immigration et sur la sécurité qui tienne la route, qui soit un plan, qui ne soit pas seulement défensif sur le thème nous défendons les libertés publiques, puis tout le reste, c'est pas nous, c'est la droite. Non, ça ne suffit pas, ça. Il faut aller plus loin. Il faut avoir une stratégie de diminution de l'insécurité en France, en Europe, j'imagine. Et même chose sur l'immigration, il faut maîtriser l'immigration. On ne peut pas donner le sentiment qu'elle est incontrôlée, même si c'est un sentiment, même si c'est une exagération. Mais on ne peut pas laisser se répandre dans les classes populaires l'idée qu'elles seront concurrencées, attaquées dans leur protection finalement par une immigration totalement incontrôlée. Ça, c'est pas possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une politique totalement enfin, la politique du camp adverse, pas du tout. Mais il faut expliquer les choses. Il faut expliquer et dire voilà, nous, on a des lois, on les fera respecter, au moins. Donc voilà Merci Laurent. quelques idées là-dessus. Et je vous laisse maintenant parler. Je parlais trop longtemps, je suis désolé. Non, pas du tout. Pas du tout. Paul, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que finalement la social-démocratie est viable dans un monde globalisé? À partir du moment où finalement la motivation des responsables politiques qui ont adopté cette troisième voie ou qui ont renoncé à un certain nombre d'engagements est toujours la même, c'est de dire on ne peut pas faire ceci ou cela parce qu'on va faire fuir les entreprises, on va faire fuir les riches, on va que sais-je. Donc comment peut-on penser l'avenir de la social-démocratie dans un monde globalisé? Paul, est-ce que tu es encore là? Et je suis pas sûr qu'ils l'entendent là. Paul ne bouge plus. Paul, est-ce que tu nous entends? Ça n'a pas l'air marcher très bien chez lui. Paul? Ouf.
On a le petit truc qui tourne, c'est jamais bon signe. Son son est coupé, c'est pour ça. Non, mais c'est son micro qui est coupé. Oui, c'est ça, le micro est coupé. Alors, je vais. Il faut lui écrire un mot, puis lui Paul, montrer. il faut que. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux te unmute? Je pense que la connexion n'est pas terrible chez lui. Paul, est-ce que tu nous entends? Bon, en attendant que Paul se reconnecte peut-être, Laurent, est-ce que vous avez réponse à ma question? Je crois que c'est possible. C'est possible si on est moins naïf sur le plan du commerce international. Et là, je rends hommage à l'action de Paul Magnette, qui s'est fait connaître dans toute l'Europe avec l'histoire de l'affaire du CETA. Là, mais lui, il avait raison. Et effectivement, il y a eu des. On a, nous, social-démocrates ou socialistes, avons adopté la mentalité libre-échangiste. Parce qu'on s'est dit, bon, le commerce, c'est bien pour la paix, c'est bien pour la coopération. Et puis, chacun se spécialise dans ses meilleurs secteurs et du coup tout le monde y gagne. Oui, d'accord, mais enfin, sauf que si ça met en danger des régions entières, si ça attaque toujours les mêmes, hein, toujours les gens des classes populaires qui sont attaqués par le libre-échange, il y a un problème. Donc il faut arrêter d'être dogmatique sur ce point. Il faut arriver à effectivement mettre en œuvre des mesures de protection. Mais je crois que c'est possible dans la mesure où ça va être rendu quasiment obligatoire par la situation. Si on veut réussir une transition écologique, il faut d'abord que le social soit intimement lié au plan qu'on va mettre en œuvre, parce que s'il y a des inégalités trop fortes devant la politique de l'écologie, on aura ce qu'on a eu en France, c'est-à-dire l'affaire des Gilets jaunes, hein, parce que c'était une mesure écologique tout à fait logique qui a été mise en œuvre. Et ça a créé un an de crise sociale avec des manifestations continuelles et souvent violentes. Donc si on veut réussir la transition écologique, il faut que ce soit aussi une transition sociale. Et pour faire ça, il faut recourir à des moyens d'intervention publique, à des moyens collectifs. Hein. Alors c'est pour ça que, par exemple, notre association propose, avec d'autres, hein, il y en a d'autres qui ça en France, j'imagine que c'est la même chose en Belgique, l'instauration à côté du PIB d'un indicateur de bien-être qui servent de critères d'action à l'ensemble du gouvernement et qui s'appliquent à toutes les décisions budgétaires qu'un gouvernement peut prendre au fil d'un quinquennat. Et donc, on a cet indicateur de bien-être qui est composite, hein, qui est compliqué à mettre en œuvre, mais ça existe. C'est une proposition qui est ancienne, qui date de 15 ans, me semble-t-il. Paul Stiglitz, oui, Stiglitz et d'autres en avaient été les promoteurs à l'époque. Et nous, ce qu'on propose, c'est de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne saurait faire plus seulement au taux de croissance calculé par le PIB, même s'il est utile, il faut le garder. Mais il en faut un autre qui mesure le bien-être de la population et qui serve de juge de paix à l'action d'un gouvernement. Alors, et c'est pas non plus là une utopie lointaine, ça existe, il y a des pays qui le font. Je sais que la Nouvelle-Zélande l'a mise en œuvre, par exemple, et ça fonctionne. Et la première ministre néo-zélandaise a été réélue avec beaucoup plus de voix qu'elle avait eu la première fois quand elle s'est présentée. Donc c'est une stratégie qui politiquement ne paraît pas mauvaise. Et donc il y a ça, et il y a des efforts de planification à mettre en œuvre, puisque cette transition écologique suppose une reconversion massive de l'appareil productif. Donc il faut tout ça, et tout ça doit être organisé, rationalisé, pas une planification évidemment soviétique, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de revenir finalement à la co-direction de l'économie qu'on avait connue dans les années, je crois, 40, 50, pendant lesquelles le secteur privé et l'État coopéraient pour essayer d'orienter les principaux investissements du pays. Et ça a très bien marché à l'époque. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois-ci. Et surtout, c'est nécessaire. Si on continue la mondialisation libérale, on n'a aucune chance pratiquement d'aboutir aux objectifs de limitation des gaz à effet de serre qu'on s'est fixés et de limitation de l'extinction des espèces et de tous les maux écologiques que nous connaissons. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la réalité va nous obliger à prendre des mesures de type dirigiste et keynésien. Un peu comme la Covid. La Covid, ça a obligé le gouvernement français, par exemple, à s'affranchir
de toutes les règles de l'orthodoxie financière. Bon. Et ils ont eu raison de le faire, je pense. Alors peut-être que ça va aller trop loin, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on s'est affranchi sous l'empire de la nécessité. En matière climatique, c'est la même chose. Et en matière d'inégalité sociale qui génère le populisme et qui génère la violence sociale, on n'y arrivera pas, quel que soit le gouvernement finalement, sans des mesures où la collectivité prend les choses en main. Donc le programme social-démocrate futur n'est plus du tout par la force des choses. C'est pas tellement un choix finalement moral, c'est parce que la nécessité de la comment dire imposée par la réalité nous oblige à rompre avec l'ancien modèle social libéral. On peut plus faire ça. Ça ne marche plus, ça n'est plus adéquat à la situation. Donc voilà ma réponse. Merci beaucoup. J'ai eu Magnette au téléphone qui a des gros soucis de connexion, qui est en train d'essayer de se reconnecter, de télécharger. Ah, Paul, je te vois maintenant. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ça a l'air de bouger ce coup-ci. Donc, est-ce que tu veux peut-être rebondir sur la compatibilité de la social-démocratie avec un monde ouvert et globalisé? Voilà, est-ce que vous m'entendez? Désolé, j'ai changé Très bien. de support. J'espère que ça ira mieux comme ça. Oui, mais je crois que la difficulté, je le disais tout à l'heure, Fabien Esposito, dans sa thèse sur la social-démocratie et l'Europe, l'a bien expliqué il y a déjà quelques années. Il y a une espèce de pacte faustien entre la gauche et l'Europe. L'Europe a toujours, la gauche a toujours été, en tout cas l'essentiel de la gauche social-démocrate, pas toujours, mais depuis certainement les années 80, était très pro-européenne, pour d'excellentes raisons. C'était la prolongation de toute une série de combats et de victoires menées pour la consolidation démocratique, pour l'extension des droits et libertés, pour la fraternité entre les peuples, etc., etc. Et la conviction selon laquelle, depuis Willy Brandt et le programme social dans les années 70, et puis ensuite toute une série d'autres initiatives, on allait pouvoir consolider et prolonger à l'échelle de l'Europe, en tout cas à l'échelle de la zone euro, le contrat social qui avait été construit dans le cadre national. Et donc on a été très très pro-européen en se disant avançons vers l'acte unique et puis on le complétera avec la charte sociale européenne et le dialogue social européen tel que Jacques Delors l'avait porté. Avançons avec le traité de Maastricht et on s'arrangera bien pour avoir une forme de récupération sociale à un moment donné qui est venue un peu avec le traité d'Amsterdam et le processus de Lisbonne. Avançons plus tard avec le traité de Nice, etc. Et finalement, on a avancé, et on a créé des asymétries à l'intérieur même du régime économique européen. On a fait en sorte que la libéralisation de la circulation des capitaux est infiniment plus facile que l'harmonisation fiscale. On a fait en sorte que à force de restreindre les marges des politiques économiques, monétaires et budgétaires nationales, finalement, l'ajustement ne puisse plus se faire que sur une course vers le bas de l'impôt des sociétés, vers une forme de dumping social. Et donc, on s'est mis nous-mêmes sous pression, en quelque sorte. Et plus nous avons accepté de renforcer les règles de mise en commun et de création d'un espace économique et monétaire européen partagé, plus nous avons aussi réduit notre capacité de gestion autonome. Ce qui ne changeait pas grand-chose pour un certain nombre de pays comme le mien, par exemple, petite économie ouverte qui avait depuis très longtemps abandonné sa souveraineté monétaire, puisque la Belgique était arrimée au Deutschmark, et donc a peut-être été plus facile à gérer dans des pays comme cela, à plus habitué à ces compromis et à ces difficultés de manœuvrer dans un espace international très ouvert. C'est aussi le cas, par exemple, des pays sociaux-démocrates nordiques, même si ils ne sont pas entrés, eux, dans la logique de la zone monétaire. Mais c'est évidemment beaucoup plus douloureux pour d'autres traditions socialistes. Et je pense que ça explique notamment pourquoi la tradition socialiste française a vécu beaucoup plus mal que la tradition socialiste belge ou scandinave, cette évolution. Il reste qu'aujourd'hui, c'est très très difficile à corriger. Alors on peut espérer que le Covid soit un tournant. En tout cas, je crois qu'il faut tout faire pour que ce soit un tournant, puisqu'on a largement loupé, il faut quand même bien le dire, la réponse à la crise de 2008. La crise financière de 2008, ça aurait dû être pour la social-démocratie le moment où on pouvait corriger les erreurs accumulées, ou en tout cas les imprudences accumulées de l'acte unique du traité de Maastricht et de tous les traités qui les ont poursuivis, et de se dire c'est le moment de corriger les traités et de venir avec un pacte, un traité social européen, un traité démocratique. Enfin, les propositions ne manquent pas, elles ont été nombreuses à gauche. Or, ça ne s'est pas du tout passé dans la foulée de 2008. On n'a pas
On aurait pu, et on avait toutes les raisons du monde, de s'appuyer sur l'échec d'un modèle de capitalisme financier libéralisé à outrance pour dire qu'il faut passer à autre chose. Et le cadre européen doit traduire cette autre chose. Or, au contraire, il a traduit un renforcement de la discipline budgétaire et finalement une austérité obligée qui est venue, qui était un peu, je dirais, vraiment le supplice chinois pour la gauche. Parce qu'après avoir s'être mis soi-même dans un espace de concurrence, dans un espace de dumping fiscal et social qui rendait les politiques socialistes et social-démocrates toujours plus difficiles, on a en plus dû accepter des contraintes budgétaires qui ont rendu l'investissement dans les services publics et dans la sécurité sociale, là aussi, encore plus difficile. À un moment donné, ça devient tout à fait intenable pour la gauche et elle n'est plus crédible par rapport à son propre, pour la gauche social-démocrate, par rapport à son propre discours. Et donc je pense que pour cette raison, moi je suis toujours resté très profondément pro-européen, parce que le risque, c'est celui de basculer dans la tentation très présente dans un grand nombre de courants de gauche radicale, qui est de dire, eh bien, il n'y a plus rien à attendre de ce cadre européen pour la gauche, et donc la seule solution, c'est une forme de nouveau souverainisme de gauche, où c'est la prétendue refondation constitutionnelle, la sixième République européenne, ou que je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, tentation très présente chez Mélenchon, bien sûr, mais de manière assez proche dans la plupart des mouvements de la gauche radicale européenne. Or, je n'y crois pas. Et je ne crois pas que ce soit faisable. Je ne crois pas que le rapport de force puisse être construit de cette manière. Et je crois encore moins en un repli souverainiste. Donc il n'y a pas d'autre solution que de rester fidèle à notre engagement européen, de penser que le cadre européen est indispensable parce que de toute façon, on ne pourra pas lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale internationale, on ne pourra pas être crédible avec un vrai programme de transition climatique internationale, on ne pourra pas apporter une réponse à la fois solide et humaine aux enjeux migratoires sans l'Europe. Donc on a besoin de l'Europe, c'est absolument indispensable. Mais il faut continuer à travailler à la faire changer de l'intérieur. Et nous avons devant nous un premier exemple d'un test qui va être majeur, c'est la question du pacte de stabilité et de croissance. Si après 2 ans de suspension pour cause de Covid, on nous explique qu'on doit redémarrer comme avant, je crois qu'on ira là vraiment définitivement dans le mur pour la gauche. On n'aura pas d'autre choix que d'aller à un affrontement complet. Et c'est une situation qui va être très très compliquée, notamment pour Paolo Gentiloni, puisque le commissaire est de gauche, et donc il doit faire en sorte de pouvoir trouver une voie qui permette au socialisme et à la social-démocratie, puisqu'on exerce quand même des responsabilités très importantes aujourd'hui, en tout cas au sein de la Commission, avec Frans Timmermans, vice-président en charge du Green Deal, avec Paolo Gentiloni, avec Josep Borrell, avec quelques autres. J'ai le privilège de les côtoyer dans les sommets des leaders qui précèdent les conseils européens. Donc on a une belle brochette de commissaires ayant des responsabilités très importantes, mais du coup, une responsabilité plus grande encore de réussir la correction de ces biais sociaux graves, de ces biais libéraux graves dans les textes fondateurs européens, à l'occasion des indispensables réformes à mener au lendemain de Covid. Et j'y crois un petit peu moins, mais enfin quand même, il faut saisir toutes les occasions du grand débat sur l'avenir de l'Union. À défaut de telles corrections, je ne vois pas comment l'Europe pourra, comment la gauche pourra encore être à la fois de gauche et européenne. Elle devra à un moment donné faire un choix, et ça peut être un déchirement tout à fait tragique. Merci Paul d'avoir glissé sur le second thème qui était prévu au débat ce soir, la place de la social-démocratie dans les institutions européennes. Alors on voit que le PSE n'a pas fait des miracles dans les dernières élections, européennes. Ça fait 20 ans que le PPE gagne systématiquement. Il y a un déclin numérique du PSE au Parlement européen. Il y a aussi des divisions qui ont été évoquées par Paul entre ceux qui commencent à perdre patience face à l'intégration européenne. Ma question à Laurent, ce serait quelle peut être la stratégie du PSE finalement à l'échelle européenne pour réussir à faire changer les choses? Est-ce qu'il faut continuer cette logique qu'on a actuellement d'alliance à trois avec Renew et avec le PPE, ou est-ce qu'il faut retourner à quelque chose de plus polarisé? Moi, je crois à l'antagonisme droite-gauche. Alors évidemment, à l'échelle européenne, c'est très compliqué parce que autrement, vous avez en face de vous des partis populistes, donc vous êtes obligé de faire une espèce d'alliance centrale ou centriste qui permet de stabiliser la politique européenne et les institutions. Mais moi, je crois que en s'appuyant sur la réalité à venir, hein, sur les réalités du XXIe siècle, le discours qui est celui de la social-démocratie, et, comment dire, il a une crédibilité, il doit avoir une crédibilité, on doit pouvoir convaincre
parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de essayer de maîtriser le développement économique pour tenir compte de la menace gravissime qui pèse sur nous en matière écologique. Il n'y a pas d'autre solution que de faire en sorte que les inégalités sociales cessent de s'accroître, en tout cas, et que cette stagnation dont Paul a parlé, cette stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires qui s'est comment dire, installée depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, et qui montre que d'ailleurs que le raisonnement du trickle down, du ruissellement, là, ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est le ruissellement vers le haut, en fait, ce système. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on a jeté dans la misère toutes les classes moyennes, pas du tout, mais leur pouvoir d'achat a stagné historiquement, donc c'est quand même un échec terrible. Si on veut éviter la révolte, or la révolte gronde, elle est aux portes. La révolte contre l'Europe, contre les élites, elle est indistincte, elle est mal formulée, elle est irrationnelle à beaucoup d'égards, mais enfin elle est là. C'est une réalité politique très grande qui se traduit en France, par exemple, par le fait que dans les derniers sondages, on se retrouve en deuxième tour avec le candidat propre sur lui, Macron, pro-européen, démocrate, tout ce qu'on veut, il est à 50, 51 peut-être, et Marine Le Pen, qui est souverainiste en fait, même si elle le dit moins qu'avant, qui est souverainiste et qui est d'extrême droite, est à 49. Donc c'est quand même épouvantable. C'est une situation politique épouvantable. Donc si on veut éviter ça, il faut effectivement reparler sérieusement aux classes populaires sur le social d'une part, et comme je le disais, il faut aussi répondre de manière claire et nette, sans faire de démagogie du tout, hein, sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité. Est-ce que la réponse judiciaire est suffisante en matière de sécurité? Est-ce que il n'y a pas une politique migratoire plus intelligente, plus à la fois humaniste et réaliste à mener que celle qu'on mène aujourd'hui? Donc nous, dans notre association, on a fait des propositions en matière migratoire. Par exemple, de faire en sorte que le traitement des demandes des réfugiés soit plus rapide, que les gens admis en France soient répartis sur le territoire et non pas laisser ça à la vie elle-même de décider. Et donc, du coup, ils se retrouvent tous concentrés dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villes. Et donc, ça crée des déséquilibres ingérables, en fait. Donc, on pense qu'il faut répartir les migrants, les nouveaux arrivants, sur l'ensemble du territoire, dans les petites villes, dans les villages et dans les grandes villes. Et puis, être un peu plus exigeant sur le plan de l'intégration initiale, sur le plan de la maîtrise de la langue, qu'il y ait un diplôme qui soit donné aux migrants à qui on donne des papiers, parce qu'ils ont droit, mais en échange, il faut qu'ils fassent des efforts d'intégration, au moins à la langue et à la culture républicaine d'un pays comme la France. Donc voilà, il y a un ensemble de politiques qu'il faut défendre et qui, à mon avis, peuvent parler de nouveau aux classes populaires, plus que c'était le cas avant. Et il y a aussi un argument négatif, mais qui est juste, je crois, c'est que euh, effectivement, la contradiction avec la politique européenne est fondamentale. Les institutions européennes, le discours moyen des Européens, ceux qui sont pour l'Union en tout cas, il est plutôt libéral. C'est vrai qu'il y a une dominante libérale. Il l'est moins qu'aux États-Unis, mais enfin, il l'est quand même. Et donc, si on n'avait pas eu ce discours-là, il n'y aurait pas eu effectivement cette grave difficulté qui est qu'on veut mettre en place une politique égalitaire et juste au niveau national et qu'on se retrouve avec en face de nous des institutions européennes qui ont un discours tout à fait différent. Donc c'est un vrai problème, ça c'est vrai. Mais il faut bien voir que les gens qui quittent l'Europe, ou qui ont quitté, alors, donc, il y a un exemple, c'est la Grande-Bretagne, non pas que la Grande-Bretagne, d'un coup, s'effondre, ou je ne sais quoi, ce serait ridicule de dire ça. Mais simplement, ça a été fait grâce au vote populaire qui demande plus de protection nationale. Or, la voie qu'a emprunté maintenant la Grande-Bretagne, c'est celle de la Grande-Bretagne ouverte sur le monde. Donc, les ouvriers britanniques ont voté pour le Brexit en se disant, bon, au niveau national, on sera mieux protégé que dans cette commission de cette Union européenne qui est ouverte à tout vent. Et là-dessus, ils se retrouvent avec un gouvernement qui leur dit, mais non, pas du tout. On va abaisser encore plus les barrières, les frontières, les protections.
Et ce qui marchera, c'est la Grande-Bretagne mondiale. Donc on remplace, c'est la politique de gribouille, ça. Comme il pleut en Europe, on se jette dans l'eau de la mondialisation. Mais bon, c'est ce qui est en train de se faire. Et ça, je pense que ça peut s'expliquer. Et souvent, d'ailleurs, les populistes et les anti-européens vendent une marchandise faisandée. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il y aura plus de protection au niveau national, alors qu'en fait, c'est le contraire. Enfin bon, je ne sais pas. Ouais. Merci Laurent, ce qui nous amène au troisième thème qui avait été proposé par les étudiants. Et on va boucler cette première partie pour laisser la place aux questions du public. C'est la question donc de l'Europe sociale. Donc vous l'avez dit Laurent, il y a une image de l'Union européenne structurellement néolibérale. D'autres disent mais non, les traités sont ce qu'on en fait. Ma question à Paul, c'est comment fait-on pour soutenir l'Europe sociale quand on croit à plus d'Europe sociale en étant minoritaire dans les institutions européennes? C'est une excellente question. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait moins tenter de construire une Europe sociale que de faire en sorte que l'Europe n'empêche pas les États membres de continuer à mener leur politique sociale. L'enjeu fondamentalement. Ah merde, ça marche. Il est là. Je crois que le social, c'est que la manière dont la solidarité est organisée d'un pays à l'autre est très profondément inscrit dans une histoire de lutte sociale, dans une histoire de modèle familial, dans des traditions culturelles qui ont été bien décrites par les analyses de sociologie comparée des états sociaux et des États-providence, notamment les fameux travaux de Esping Andersen, le sociologue suédois, et que vouloir harmoniser tout ça ou vouloir mettre tout cela dans un même modèle ne tient pas la route, je crois, nous amènerait à faire des espèces de moyennes qui ne seraient acceptables pour personne. Et donc, il faut surtout faire en sorte que l'Europe n'empêche pas les États de continuer à mener leur politique sociale, ce qui suppose, par exemple, de lutter contre le dumping social et l'abus du détachement des travailleurs, ce qui suppose de faire en sorte qu'on ne mène pas des politiques de rigueur budgétaire qui conduisent certains États membres à devoir faire des coupes claires dans les budgets de la sécurité sociale ou des services publics. Donc c'est plus un problème de standstill et de protection de ce qui existe, même s'il faut par ailleurs continuer de renforcer autant qu'on le puisse ce dialogue social qui, bon an, mal an, a quand même été initié depuis maintenant une quarantaine d'années par Jacques Delors à l'époque, et qui fait en sorte que, même si c'est encore très très imparfait, lorsque des décisions de licenciement collectif sont prises, par exemple, dans des grandes sociétés multinationales, il y ait au moins une information entre les différentes branches dans les différents États membres et la possibilité qui est ouverte de procédures de consultation spécifiques que vous connaissez dans la fameuse directive Renault, la fameuse directive Vilvorde, comme on l'a appelée. Donc ça, ce sont des débuts. Et je pense que si l'Europe sociale doit être quelque chose, c'est d'abord une Europe des procédures du dialogue social. C'est la construction d'une citoyenneté sociale industrielle qui est absolument indispensable. Et pour autant, les standards, les règles de solidarité, je crois qu'elles doivent rester fondamentalement nationales. On le voit par exemple avec tout ce débat sur le salaire minimum. Bon, c'est important d'avoir un salaire minimal européen, mais s'il est comptabilisé en un pourcentage du salaire propre dans chacun des États membres, ça ne changera pas grand-chose. Le salaire le plus bas en Roumanie est plus proche du salaire chinois que du salaire luxembourgeois. Et donc la diversité à l'intérieur même de l'Union européenne est tellement profonde que je ne vois pas comment on peut véritablement avancer dans ce sens-là. Mais arrêtons au moins de mettre en concurrence les États membres les uns avec les autres de ce point de vue. Moi, je crois que l'urgence aujourd'hui, elle est donc finalement moins sociale stricto sensu que le combat que je mène au sein du PSE, celui dont j'espère qu'on puisse vraiment le mener largement dans l'Union européenne, dans les sociétés civiles de l'Union européenne, dès que le confinement sera terminé et qu'on pourra retourner dans la rue et dans les espaces publics mener le débat avec les citoyens, c'est le débat sur les ressources propres de l'Union européenne. Ce débat sur les ressources propres, pour moi, il est vital. C'est donc bien sûr la taxe sur la transaction financière, c'est le fait d'avoir un impôt des sociétés qui est un seuil minimal équivalent partout dans l'Union européenne de l'ordre de 20%, c'est toute la lutte contre la spéculation financière et l'évasion fiscale en général au sein même de l'Union européenne. 80% du problème se pose au sein même de l'Union européenne, c'est la taxe carbone aux frontières, etc., etc. Des sujets qui ne sont pas du tout neufs, mais qui, je pense, sont encore plus indispensables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé. D'une part, parce que l'ensemble de ces ressources propres, c'est ce qui nous permettra
de ne pas devoir rembourser les 750 milliards du plan de relance, et donc de ne pas devoir rouvrir un débat dans les États membres sur le remboursement de ce montant. C'est ce qui devrait nous permettre d'aller au-delà, parce que ce plan de relance, il est totalement insuffisant, surtout si on le compare au plan de relance porté par Joe Biden aux États-Unis. On est de l'ordre de 1 à 3 à peu près. Donc c'est bien qu'il soit là, mais il est totalement insuffisant. Et parce qu'enfin, je crois que si on veut permettre aux États membres de continuer à mener des politiques de solidarité, de continuer à mener des politiques de protection pour ces publics les plus vulnérables, il faut que l'Europe prenne le relais sur un certain nombre de dépenses. Il faut que l'Europe puisse couvrir d'autres politiques, notamment des politiques industrielles, des politiques de formation, des politiques d'innovation, des politiques de recherche, où on aurait tout intérêt à ce qu'elles soient menées à l'échelle européenne. Et donc là où il y a un vrai gain à ce que la politique soit européenne, parce que par essence, les Européens ont le même intérêt, eh bien que l'Europe les mène et les finance, même chose pour tout le financement de la transition climatique, estimé à au moins 660 millions par la Commission européenne, à au moins 1,115 milliard par la Cour des comptes. Donc ça fait de l'argent par an en financement annuel. Ça veut dire qu'il faudrait faire x6 par rapport au budget du plan des budgets pluriannuels qui existent aujourd'hui. Pour ça, il faut des ressources propres. Et si l'Union européenne prend le relais, si l'Union européenne finance, pour prendre des exemples très concrets, l'isolation des logements sociaux dans les différents États membres, finance la rénovation des bâtiments scolaires, finance la transition vers des énergies propres, eh bien tous ces financements sont des financements qu'on ne devra pas trouver dans le cadre national, et le cadre national, dans les limites qui sont les siennes aujourd'hui, dans le cadre national, on pourra alors se concentrer sur les politiques de solidarité qui, je crois, elles, pourront difficilement être harmonisées à l'échelle européenne. Merci Paul pour ta réponse. Je propose de passer la parole à nos animateurs et organisateurs, Lorenzo et Nabil, pour les questions du public. Merci Paul, merci Laurent. Oui, merci beaucoup pour ce débat. Alors, nous avons donc pour l'instant deux questions. La première donc de Charles, Antoine, et ensuite de Guillaume Parent. Donc Charles, le micro est à toi. Tu peux y aller. Pose la question. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Première petite intermezzo avant ma question à Monsieur Magnette par rapport à Monsieur Geoffrin. Je voulais désigner que vous aviez fait une excellente intervention chez Alain Finkielkraut l'année passée sur Macron et sur ce que représente vraiment Macron. Et vous aviez promu alors votre livre qui s'intitule, si je m'abuse, Anti-Macron, qui est très intéressant. Et voilà, parce que vous l'aviez mentionné, parce que vous aviez dit au fait où se situe Macron, et peut-être que vous apportez plus de réponses dans ce livre. En tout cas, moi, on m'en fait un très bon écho. À Monsieur Magnette, pardon. Merci beaucoup. À Monsieur Magnette, ma question est une question un peu spécifique qui peut sembler très belgo-belge. Je suis belge comme vous, mais j'habite dans le nord du pays. Il y a quelques temps, une politicienne libérale belge s'est targuée sur Twitter qu'il fallait supprimer tous les patents, toute la propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19, étant donné que ceux-ci avaient été partiellement financés par les États. La personne en question est Gwendoline Rutte. En voyant ce tweet, je l'avais envoyé à l'un de vos collaborateurs proches, qui est Thomas Dermine, qui est une personne assez formidable au niveau académique et intellectuel. Et d'ailleurs, je me permets de mentionner aussi que je trouvais formidable que nos deux intervenants connaissaient si bien les textes théoriques et historiques de leur mouvement. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour les libéraux belges, enfin soit. Et Thomas Dermine, comme réponse, m'a dit « Mais que voulez-vous, la social-démocratie est contagieuse ». Et en se targuant de quelques emojis. Ma question par rapport à vous est-ce que la social-démocratie est-ce que la social-démocratie a convaincu les libéraux belges et tous les libéraux européens, premièrement? Et est-ce que donc cette social-démocratie est en fait celle qui, aujourd'hui, fait réfléchir sur la propriété intellectuelle des vaccins Covid-19? Voilà. Alors, je réponds immédiatement, Olivier. Une autre question, si ça vous va, pour pouvoir ensuite lancer les questions. Alors, je vois qu'on avait Monsieur Crouzet en fait juste avant, en fait qui doit partir. Donc, si ça va pour Guillaume, ce sera le round d'après. Est-ce que Monsieur Crouzet, vous pouvez y aller pour poser votre question? Merci beaucoup. Il faut vous unmuter.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, je dois vous quitter pour une autre réunion. Ma question est la suivante. Est-ce que la politique initiée par Joe Biden est-elle un modèle pour la social-démocratie européenne? Et parmi les plans d'investissement public massif qu'il a annoncé, il y a celui de la rénovation du réseau routier fédéral pour plusieurs milliards de dollars. Donc, que pensez-vous de la politique qu'il est en train d'initier aux États-Unis par rapport à ce que vos aspirations sur la politique social-démocrate en Europe? Merci beaucoup. Et je vous quitte. Au revoir. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller du coup, c'est bon. Qui y va alors? Vous pouvez répondre aux questions si ça vous va. Je sais pas moi, allez-y. Alors, c'est moi qui réponds ou c'est... Si vous voulez, oui, allez-y, allez-y. Oui, mais je ne sais plus à laquelle je réponds, moi. Parce que sur Macron, c'était une question sur Macron ou c'est juste pour me faire plaisir? Non, Macron, encore une fois, c'est un phénomène tout à fait inédit, c'est-à-dire que les gens pensaient qu'il avait une vision technocratique et intellectuelle des choses. Pas du tout. C'est un tacticien politique formidable. Il a réussi en un an à s'imposer, à se faire élire. Et ensuite, il a réussi à se maintenir dans les sondages. Il ne peut pas être. Sa cote de popularité a baissé, comme celle de tous les gouvernants, enfin, en tout cas en France, hein, mais elle reste assez élevée quand même. Et aujourd'hui encore, dans les intentions de vote, on s'aperçoit que c'est lui le favori, puisqu'il est à 23-24% au premier tour, et au deuxième tour, en principe, en théorie, c'est là où il y a un risque, il doit battre Marine Le Pen. Mais c'est un homme extrêmement ductile qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et il est très doué pour ça, il est très séduisant, il est sympathique d'ailleurs, il écoute les gens, il est comment dire, chaleureux quand on le rencontre. Et puis, au fond, il n'a pas de conviction profonde, manifestement. Sinon qu'il est démocrate et qu'il est plutôt libéral en économie, sans être un ultra-libéral, etc. Enfin, bon, il fait partie de la... il pense comme un main, quoi. En gros, il pense comme la Fondation Saint-Simon pensait dans le temps des années 80-90. Il est dans le mainstream des élites françaises, on peut dire ça. Et donc, il n'a pas cet enracinement, alors qui a été perdu par beaucoup de socialistes, il faut reconnaître. Mais enfin, il n'a pas cet enracinement dans l'histoire du mouvement ouvrier, les conquêtes sociales, les conquêtes syndicales, tout ça. Bon, c'est une culture qu'il connaît comme ça, de manière livresque, mais pas du tout sa tasse de thé. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est d'être le président qui fait bouger les choses. Il y a un côté entrepreneur, un côté culture de business. Bon, on fait bouger, il faut que ça soit neuf, nouveau, moderne, etc. Même si c'est des vieux trucs, c'est pas grave, il faut que ça ait l'air nouveau. Donc voilà où nous emmène Macron, qui n'est pas le diable, mais qui n'est pas du tout la politique qui est, à mon avis, adéquate pour un pays comme la France aujourd'hui, puisqu'on a devant nous ces défis majeurs, il faut qu'on lance le pays sur la voie d'une transition sociale écologique, autrement on va dans le mur. Ça c'est sur Macron. Et alors l'autre, il y a une question sur Biden, est-ce que c'est un modèle? Difficile d'en faire un modèle parce que ce que devraient faire les démocrates américains dans beaucoup de domaines, ça a déjà été fait en Europe il y a 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une sécurité sociale. Formidable. Et nous, on l'a fait en 45, 46. Bien ou mal, mais enfin, en tout cas, on l'a fait. Et puis, ils voudraient restreindre l'usage des armes à feu. En Europe, elles sont déjà restreintes. Donc la comparaison est difficile, vous voyez. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si on transpose les critères de jugement au paysage américain, Biden, c'est un type de gauche. Aux États-Unis, c'est un libéral, c'est-à-dire liberal, c'est-à-dire de gauche, quoi. Et il propose des solutions socialisantes, y compris le plan de relance massif qu'il fait. C'est de l'éco-keynésianisme. Hein, c'est le Keynes écologique. Et on investit d'une manière hallucinante de l'argent public colossal pour relancer la machine d'une part et favoriser la lutte contre le réchauffement climatique par ailleurs. Mais son investissement dans les infrastructures, évidemment, on ne peut pas le transposer parce que en France, on ne va pas se lancer dans un programme de rénovation des autoroutes. Ça, on les a faites, les autoroutes, il y en a partout. Il y en a même trop maintenant. Donc, on est plutôt sur une voie un peu plus méfiante à l'égard de ce type de mode de transport, on le sait bien. Et donc, il faudrait plutôt investir sur les trains de nuit et sur les lignes
de petites lignes régionales ou le réseau ferroviaire de banlieue, puisqu'il est vétuste et qu'il impose à toutes sortes, à des millions de gens, une transhumance quotidienne pénible à supporter. Donc c'est difficile de le prendre en exemple. Mais quand même, ça veut dire que ce discours-là, qui est un discours social, écologique et de relance de l'économie, a marché contre Trump. Il a gagné, il a quand même gagné nettement. Et donc ça ne doit pas être impossible. Hein, ce discours-là qui correspond, mutatis mutandis, quoi, quand on transpose, qui correspond à ce que dit la social-démocratie européenne, ou ce qu'elle devrait dire en tout cas, eh bien il a gagné. Donc on peut gagner. Enfin voilà, parce que j'essaye d'insuffler un peu d'optimisme dans l'affaire. Pour enchaîner peut-être là-dessus directement, je pense que ce qu'il y a d'intéressant chez Biden, bon, c'est d'abord, comme l'a dit Laurent Geoffrin, évidemment, il y a ce côté keynésianisme vert, de Green Deal, etc., qui n'est pas particulièrement original, mais qui est quand même le fait que dans son tout premier décret présidentiel, il y ait le retour dans le cadre des accords de Paris, c'est en soi un symbole important, c'est réengager les États-Unis dans la voie de la lutte contre le réchauffement climatique. Le fait que quelques semaines plus tard, son premier grand programme soit clairement orienté dans le soutien aux plus pauvres, il faut appeler les choses par leurs mots, et à la lutte contre les inégalités, ce qui n'était quand même pas devenu quelque chose d'évident dans le démocrate clintonien, et même chez et où on sent quand même l'influence de ce courant que Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc., ont incarné jusqu'ici. Et donc quand même la force d'une forme de socialisme démocratique qui gagne de l'espace à l'intérieur du Parti démocrate, qui est aussi un élément intéressant, qui ouvre, parce que quand on veut faire le Green Deal et qu'en même temps on veut mener des politiques sociales, il faut dégager les recettes. Et donc s'ouvre aujourd'hui, c'est un peu le troisième round, si on peut dire, le débat sur la taxation des plus riches. Je reste un lecteur quotidien du New York Times parce que c'est très agréable de le feuilleter le matin. Et donc, c'est le débat du moment. C'est comment on va taxer les plus riches maintenant. Donc là, on voit quand même un retour du Parti démocrate à certains de ses fondamentaux pré-clintoniens. Et ça préfigure peut-être quelque chose pour la gauche européenne. Et puis, moi, j'ai surtout été très heureux parce que c'était un peu une réponse. Il y a toutes ces manifestations pour le climat que je trouve extraordinaire, mais j'ai été ministre du climat pendant des années et j'entendais toujours act now, il est temps d'agir, les responsables politiques doivent agir, etc. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce d'indifférenciation dans la mobilisation pro-climatique par rapport au clivage gauche-droite, hein, que c'était les dirigeants, qu'ils soient de gauche ou de droite, les dirigeants étaient tous mis dans le même sac. Et il y avait comme s'il y avait d'un côté la gentille société civile et d'un autre côté les méchants dirigeants qui ne prenaient pas les décisions qu'il fallait prendre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut quand même rappeler que dans les dirigeants, il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont de droite. Il y en a qui défendent les industries de l'énergie fossile et il y en a qui essayent d'organiser la transition climatique. Il y en a qui défendent les hyper riches et il y en a qui essayent et qui suppriment l'impôt sur la fortune. Il y en a qui essayent au contraire de taxer davantage la fortune et de la redistribuer. Et on sait que les sociétés moins inégalitaires sont aussi des sociétés qui produisent moins de carbone. Et donc, il y a une différence entre la gauche et la droite. Et de ce point de vue-là, l'alternance Trump-Biden, c'est très intéressant. Ça montre que, ben oui, voter, ça change. Et si vous voulez dire à cette jeunesse qui veut, à juste titre, qu'on accélère la transition climatique, que si vous voulez accélérer la transition climatique, il ne faut certainement pas voter pour Macron, et encore moins pour la mère Le Pen. Et que donc, oui, il y a un enjeu gauche-droite à l'intérieur même de la question climatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit véritablement ramener. Et ça m'amène un peu à la question de Charles-Antoine. Donc sur les vaccins, je partage évidemment l'idée que ça devrait être un bien commun. C'est absurde. On a 57% de la capacité de production en Europe qui est inutilisée aujourd'hui, parce qu'on se fie à la logique du marché et à la protection de la liberté intellectuelle. Et donc, on pourrait produire 2 fois plus de vaccins qu'on en produit aujourd'hui, gagner la lutte contre ce virus et regagner des libertés publiques, et on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on respecte la sacro-sainte liberté du marché qui incorpore la question de la propriété intellectuelle. Si on est en guerre, comme le disait Macron, et je n'aime pas l'expression, mais si on est en guerre, on organise une économie de guerre et on dit il n'y a plus de liberté intellectuelle, il y a liberté de production pour l'ensemble des producteurs et il y a une organisation un petit peu planifiée par les États en disant telle usine va produire autant de vaccins de tel type, telle autre usine qui en a les capacités va produire autant de vaccins de tel type. On l'a fait pour les masques, pour les bonbonnes d'oxygène, etc., pendant le premier confinement. On était très fiers de redécouvrir une espèce de
d'économie de guerre dans la guerre contre le virus. Mais par contre, sur les vaccins, on ne peut pas, parce que c'est le Big Pharma et qu'on ne peut pas toucher aux privilèges du Big Pharma. Donc là, il y a à nouveau une vraie limite de ce modèle libéral. Maintenant, est-ce que pour autant la social-démocratie est contagieuse dans le sens général du terme? Oui, dans le sens où ces thèses sont en train, pour partie, de redevenir hégémoniques. Le plan de relance, en soi, ça en est la démonstration. Le débat sur la fiscalité, je pense qu'il va retourner dans un débat sur la taxation des plus riches, inévitablement, et en ce compris une mise à contribution des bénéfices des entreprises. C'est inévitable, et de renforcer la lutte contre le... Donc les thèmes de gauche, la nécessité de la sécurité sociale, d'un État fort, au sens noble, mais d'un État efficace, la politique de solidarité, l'importance fondamentale des politiques de la santé, etc., ces thèmes de gauche, ils sont largement plébiscités. On a un sondage récemment qui montrait en Belgique que sur toutes ces revendications qui sont des revendications historiques de la social-démocratie, en ce compris la réduction du temps de travail, le soutien populaire est entre 70 et 80%. Jamais été aussi élevé. Mais pour autant, ça ne profite pas à la social-démocratie. Et ça, c'est tout le paradoxe, et ce sur quoi il faut travailler, c'est qu'on peut dire dans ce thème de gauche, en tout cas le rôle de l'État dans l'économie, l'importance des salaires, l'importance de l'investissement public, etc., ils étaient largement partagés par la droite. Et donc vous pouvez avoir une espèce de victoire de la Pyrrhus, où vos thèmes sont largement partagés et où c'est la droite qui fait des politiques social-démocrates, ce qui rend la position de la gauche, à la limite, encore plus difficile qu'elle n'est déjà aujourd'hui. Donc on a vraiment ce travail de politisation, de réappropriation de thèmes qui sont les nôtres, et je crois de polarisation. On n'y arrivera pas sans une certaine forme de polarisation. Comme Laurent Geoffrin, je crois vraiment à la force du clivage gauche-droite, même dans un pays compliqué comme la Belgique, et d'expliquer aux citoyens qu'il y a une différence entre la gauche et la droite. C'est la droite qui a fait des économies dans les soins de santé. C'est la droite qui veut le Mercosur aujourd'hui. Ce Mercosur qui va nous importer de 100 000 tonnes de bœuf d'Amérique latine et pour lequel donc on va au Brésil continuer à soutenir la déforestation, alors qu'on sait que cette déforestation est très largement responsable des zoonoses et va nous causer de nouvelles épidémies. Ben oui, il y a une différence entre la gauche et la droite, et cette différence, elle se marque dans l'ensemble de nos politiques, en ce compris ce qui est lié aux épidémies, aux politiques de santé, aux politiques climatiques. Mais on doit clairement l'exprimer. Et alors, je termine ce passage là-dessus, mais je veux implorer nos amis de la gauche française de sortir de ces luttes intestines, de ces guerres d'ego, de ce narcissisme des différences mineures, comme disait Sigmund Freud, qui va tous les envoyer au cimetière politique. Et il faut vraiment qu'il y ait un sursaut politique en France. Et s'il faut que des hommes et femmes de gauche non français viennent dire à leurs amis français, par pitié, sortez de ce piège, sortez du piège dans lequel la droite vous enferme en vous amenant à vous positionner sur des questions identitaires, islamo-gauchisme, séparatisme et autres, alors que la vraie fracture, elle est une fracture sociale, même s'il ne faut pas être naïf sur les questions, évidemment, d'identité, d'intégration et de migration, mais je trouve que le programme que Laurent Geoffrin expliquait tout à l'heure est un programme de bon sens et qui devrait être une espèce d'évidence et qui ramène une crédibilité là-dessus. Mais pour le reste, ne vous enfermez pas dans ces débats idiots, mais totalement idiots, comme cette polémique qu'on vient de vivre avec Audrey Pulvar, etc. Enfin, il faut absolument éviter ça. C'est un piège grossier qui est tendu par ces machiavéliens très habiles de la droite qu'il faut absolument éviter. La gauche doit réimposer ses thèmes, et les thèmes, c'est les thèmes des fractures sociales et environnementales, c'est les thèmes des inégalités, c'est là-dessus que nous sommes attendus, et quand nous avons gagné, c'est toujours là-dessus que nous avons gagné, en ce compris avec François Hollande. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai noté, hein, j'ai bien noté le truc. Je vais faire passer le message. Merci beaucoup à tous les deux. D'ailleurs, j'ai une question à poser parce qu'on a un problème d'incarnation dans la gauche française, là, parce qu'on n'arrive pas à trouver un candidat. Vous voulez pas venir nous filer un coup de main j'avais déjà été sollicité pour les européennes par mes camarades du PS français, mais malheureusement, là, il faut la nationalité, donc ça ne va pas du tout être possible. Non, mais sérieusement. On peut s'arranger sur ce point, on va faire une exception, non? Ah oui, je crois vraiment, Laurent, sincèrement, qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, parce que il faut dire, je dis sans arrêt à nos amis de gauche français, les choix qui vont être faits en France vont avoir une influence pas seulement en France, vont avoir une influence aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, etc. Donc on a aussi notre mot à dire sur ce qu'il se passe dans la campagne présidentielle française, parce qu'elle va nous toucher aussi. Et que peut-être que si Enrico Letta, Pedro Sanchez, quelques autres, je serais évidemment tout à fait disposé à y participer, ensemble supplie la gauche française de s'unir pour battre la droite, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Ah oui, bah, c'est une bonne idée. Ouais. On peut en reparler. Merci à tous les deux pour vos réponses très riches. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Guillaume Parent qui avait une question, mais avant, j'avais moi-même une question sur le Parti socialiste européen. Parce que je me souviens que lors des dernières européennes, Monsieur Magnette, le leader de la liste socialiste en France, Monsieur Raphaël Glucksmann, avait proposé votre nom comme candidat pour la présidence de la Commission pour contrecarrer le candidat officiel du Parti socialiste européen, Monsieur Franz Timmermans. Et j'avais trouvé que cet épisode montrait bien l'ampleur des désaccords qui existent aujourd'hui au sein du PSE et la faiblesse de cet appareil. Et donc, je voulais avoir votre avis à tous les deux sur la place que doit jouer le Parti socialiste européen dans la reconstruction de la social-démocratie européenne et concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce parti cesse d'être une coquille vide, voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Guillaume Parent pour sa question. Bonsoir. Merci pour cet événement, hein, merci aux intervenants. Bon, moi, je suis à Strasbourg où on a aussi des débats qui sont très hauts en termes de qualité concernant le concordat et le financement d'une mosquée. Moi, je voudrais en fait revenir sur un élément essentiel de la démocratie, qui est le rôle des partis. Parce que, alors si bon, moi je traîne pas mal au PS, j'étais à Blois l'an dernier pour l'URTDT et bon c'est toujours très drôle parce que on nous dit oui mais on a plein d'idées, on a trop d'idées. Mais le problème ça serait pas plutôt finalement que on n'a pas un parti qui fonctionne, hein, on a un parti qui n'est pas attractif et en fait, la question, c'est comment peut-on rendre un parti attractif en 2021? À quoi ça peut servir? Ce que j'avais indiqué en commentaire dans le chat, on sait parfaitement qu'un parti, ça sert aussi à faire service d'ordre quand il y a des manifs, et que manifestement, s'il y avait eu des services d'ordre efficaces, il n'y aurait jamais eu les débordements qu'on a vus pendant un an et demi autour des Gilets jaunes. Vraiment, enfin, c'est bien de discuter d'idées. Je pense que là-dessus, on est tous plus ou moins raccord. On sait parfaitement que nos idées ben, sont les meilleures. Hein. Mais par contre, la façon de les organiser, la façon aussi de fonctionner, là-dessus, on pêche. Et la faiblesse des partis, c'est un vrai problème démocratique. Et voilà, je voudrais savoir comment est-ce que les intervenants voient ce problème. Monsieur Geoffrin, puisque lui est hors parti, savoir comment lui souhaite justement peser sur cette réforme. Moi, je suis conscient que pour que mon parti puisse redevenir attractif, il a besoin de trop travailler sur ses règles internes. Ça prendra du temps, et je pense qu'on va faire l'impasse des 2 prochaines années. Alors, Je propose que Monsieur Laurent Geoffrin, vous y alliez en premier. ah d'accord, ok. Alors, sur la question des partis, c'est vrai que nous, on a fondé notre association, donc il y a maintenant 7 mois, 8 mois. On aurait pu dire, ben, on va aller au Parti socialiste, puisqu'on est de cette philosophie, au fond. Mais c'est un fait que, en France, en tout cas, je vois que c'est différent en Belgique, mais en France, ce parti a perdu beaucoup de sa force de séduction, à cause de tous les problèmes qu'on a agités auparavant et quelques autres en plus. Et donc, on s'est dit, si on veut être utile, il vaut mieux passer par une association qui s'efforcera, ce qu'on a fait, de mettre en relation les gens qui agissent concrètement dans tel ou tel domaine, ceux, comme on dit entre guillemets, de la société civile, qui se sont un peu détachés de la logique des partis, aller les voir, discuter, les faire venir chez nous si possible, et produire une plateforme programmatique. Ce qu'on a commencé à faire, puisque on a traité à peu près la moitié des sujets qu'on voulait traiter, on a une centaine de propositions, et elles sont souvent issues des discussions qu'on a eues avec telle ou telle association, tel ou tel groupe, telle ou telle ONG qui travaille sur ces questions.
Et maintenant, on va les mettre dans le pot commun de la gauche. Et je crois, du coup, on était un peu seul au départ, on prêchait un peu dans le désert. Il se trouve que les discussions que nous avons maintenant avec d'autres formations montrent que le Parti socialiste, en tout cas, est conscient de la chose. Et il va proposer, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris, une procédure, un processus de renouvellement et de dépassement finalement de la structure actuelle partisane, avec toutes sortes de clubs ou d'associations comme la nôtre, pour essayer de fonder une nouvelle organisation qui ne serait pas le ripollinage de l'organisation actuelle, mais qui serait quelque chose de neuf, qui fonctionnerait selon des modes différents. Encore faut-il évidemment les définir. Donc ça ne peut pas être l'ancien système du Parti socialiste français qui, avec des sections, des fédérations et avec une espèce de cursus honorum pour ceux qui veulent prendre des responsabilités, qui sont militants de base, secrétaires de section, adjoints aux députés, ensuite ils deviennent députés éventuellement ou conseillers régionaux, etc. Bon, ce système-là fonctionne mal maintenant et n'attire pas les gens. Mais ça ne peut pas être non plus le vote en un clic comme chez Macron, quoi, où vous avez une formation qui naît de rien et qui d'un coup profite de l'élection présidentielle pour rafler tous les sièges, mais ensuite n'a aucune existence locale en profondeur. On le voit dans tous les scrutins locaux qui sont organisés. Le parti macroniste, à chaque fois, se fait étendre parce qu'il n'a pas d'implantation. Donc il faut trouver quelque chose d'intermédiaire. On pense à des structures de type archipel. Hein, l'idée d'un archipel, c'est que c'est le même, comment dire, c'est le même continent, ou c'est le même pays, ou c'est le même ensemble, mais chacun, il y a des grosses îles, il y a des petites îles, et chacun garde son compte à soi, mais il y a une structure commune. Et chacun travaille dans sa sphère, mais se rejoint pour les propositions, pour le programme et pour les élections. Donc on réfléchit à ça. C'est ce vers quoi, à mon avis, il faut tendre. Alors, il faut encore préciser les choses et notamment il y a des problèmes de procédure de vote parce qu'il y a un moment il faut toujours passer par un vote pour prendre des décisions ou pour nommer des représentants ou des dirigeants. Donc là, tout ça n'est pas du tout fixé, mais avec de manière un peu tardive, je trouve, les partis classiques de la gauche estiment qu'il faut maintenant bouger et transformer à grande vitesse, puisque maintenant il nous reste 9 mois quoi, pour présenter des formations nouvelles et des programmes nouveaux et des candidats, ou un candidat ou une candidate. Donc c'est très très rapide. Mais bon, nous, on a commencé à préparer ce travail. Donc j'espère qu'il va aboutir. Finalement, il faut qu'on fasse le congrès d'Épinay et les assises du socialisme et mai 81 en 9 mois. Ça va être c'est un programme ambitieux. Alors, si j'enchaîne aussi, je pense effectivement, vous avez raison de poser ces questions-là parce que les questions d'organisation et de stratégie, ce n'est pas des gros mots, c'est fondamental. Ce qui a fait qu'il y avait des partis, qu'il y a eu des forces de gauche efficaces et d'autres moins efficaces, c'est ça. Si la social-démocratie allemande a été le phare de la gauche européenne pendant des décennies, c'était par sa force d'organisation, sa stratégie. Mais une chose pour les Nordiques à un moment donné. En revanche, ceux qui n'ont pas de stratégie et ceux qui n'ont pas de culture d'organisation, souvent s'enfoncent. Et on l'a vu, la tragédie de la gauche latino-américaine, par exemple, ça a principalement été ça. Il y avait un fort soutien populaire, il y a eu toute une série de leaders, il y a eu un vrai printemps de gauche en Amérique latine avec Lula, etc., etc., Bachelet et autres, mais chacun de ces partis est mort de crises internes d'organisation et qui sont souvent les prémices de corruption et puis après de dissolution de ces formations. Donc, c'est des questions fondamentales. Je crois que les partis doivent effectivement, d'abord, sont indispensables en démocratie. On ne peut pas organiser la démocratie sans parti. Première chose que Macron a dû faire après cette manœuvre d'anthologie qu'il a menée à la présidence, ça a été de constituer un parti pour gagner les législatives et puis ensuite pour essayer de pouvoir continuer à gouverner avec l'Assemblée. Donc c'est bien la preuve du caractère indispensable des partis. Mais les partis doivent aussi s'interroger sur leur forme. Effectivement, la forme classique du parti hyper pyramidal et du cursus honorum est sans doute plus adaptée.
Peut-être que l'archipel, c'est très horizontal. Faire attention aux archipels, c'est pas, ça manque parfois un petit peu de coordination. Mais l'archipel, c'était un peu le modèle dans tous les mouvements écologistes, les plateformes associatives et de nouveaux mouvements sociaux. Et là aussi, ce que la littérature de sciences politiques comparée a bien montré, c'est que ça a aussi affaibli les mouvements écologistes dans les années 90, de ne pas avoir une véritable organisation. Mais je pense qu'il faut quelque chose comme une plateforme. La force des partis comme le mien, s'il reste, bon, le parti dont j'ai le privilège d'être le président, élu par mes militants, fait quand même encore 25-26% aux élections, 23-24% dans les derniers sondages. C'est d'abord et avant tout parce qu'on est une plateforme qui réunit toute une série de mouvements très enracinés dans la vie sociale. On est un parti de municipalistes, d'élus locaux, qui chacun, les maires, les adjoints aux maires et tous les militants qui chacun dans leur commune font un boulot formidable et illustrent ce qu'on appelait ce socialisme municipal, qui est peut-être les plus belles pages de l'histoire du socialisme, d'ailleurs, depuis la gestion des eaux, des énergies, aujourd'hui du logement, de la transition climatique, de la mobilité. Il y a des enjeux formidables dans le socialisme municipal. Et ces exemples que donnent nos municipalistes, et de ce point de vue-là, le socialisme français a encore de belles cartes à jouer. Il y a Anne Hidalgo, il y a la maire de Nantes, la maire de Rennes, etc., etc. Enfin, il y a quand même encore il y a de beaux restes, je dirais, en termes de socialisme municipal, qui sont d'ailleurs, je trouve, pas suffisamment valorisés aujourd'hui. Il y a dans notre histoire aussi, chez nous, notre relation presque symbiotique avec le monde syndical et avec le monde mutualiste, notamment dans les mutuelles de santé, qui ont été un élément extrêmement important de construction de ce qu'est l'État social aujourd'hui, mais aussi de construction de majorités sociologiques qui, dans les moments clés, peuvent devenir des majorités politiques. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon importante pour la gauche en général. Et pour faire le lien avec le PSE, je ne dirais pas que le PSE est une coquille vide. C'est une organisation très efficace, redoutablement efficace, parce que j'en ai fait les frais. Je me suis posé la question, effectivement, à un moment donné, d'une candidature pour la procédure du Spitzenkandidat pour les élections de 2019, non pas contre Frans Timmermans, j'ai une immense estime pour Frans Timmermans, qui est un homme d'une très, très grande intelligence, et qui a redécouvert ses valeurs de gauche, je le dis sincèrement, dans le cadre de la campagne des élections européennes de 2019, qui a mené une très bonne campagne et qui a fait gagner les sociodémocrates aux Pays-Bas à ce moment-là. Ils ont perdu après. Donc, ce n'était pas contre Frans Timmermans, mais c'était avec l'idée qu'il fallait qu'il y ait un débat au sein du Parti socialiste européen. Parce que comment est-ce que Frans a été désigné? Il a été désigné dans la plus pure tradition des arrangements d'appareils tels que Roberto Michels les a tellement bien décrits, la loi des reins d'oligarchie que Michels a bien décrit déjà dans la social-démocratie allemande des années 30. Il y a eu des arrangements entre Stanishev, Sanchez, etc., et puis Tatorassa et Morel, son vice-président, etc., etc. Et donc tout ça, donc c'est extrêmement efficace du point de vue de l'organisation, c'est relativement efficace, mais c'est totalement fermé. Or, on ne peut pas attirer des militants, leur donner envie de s'engager s'il n'y a pas un enjeu. Et il n'y a pas de plus bel enjeu qu'avoir un débat sur la question de savoir qui va incarner et qui va être le visage de la social-démocratie dans la prochaine échéance électorale. S'il y avait eu un vrai débat, et si je l'avais fait, c'était uniquement pour ça, avoir une primaire au sein du PSE pour départager et choisir le candidat et faire en sorte que non seulement les militants à titre individuel s'y engagent, mais qu'ensuite on essaye un peu comme dans les primaires américaines de se dire moi j'ai le soutien de la plateforme syndicale, moi j'ai le soutien du monde associatif, moi j'ai le soutien du monde mutualiste, moi j'ai le soutien des associations de consommateurs, des associations actives dans la lutte contre le réchauffement climatique, et on se bagarre pour le soutien des uns et des autres. Ça crée une belle émulation en matière d'idées. Ça crée une belle émulation en interne pour essayer de soigner tous ces publics qui attendent d'avoir quelqu'un qui les porte et qui les soutienne. Et surtout, ça crée le mouvement et ça crée la mobilisation. Alors, j'espère qu'à travers de la plateforme que Laurent a lancée en France, vous puissiez obtenir quelque chose du même type. Mais il n'y a rien à faire. Il faut à un moment donné... Un système présidentiel sans primaire, ça ne peut pas fonctionner. Ou bien c'est une monarchie républicaine, comme ça l'a été jusqu'il y a peu de temps, ou bien c'est un système qui va privilégier les entrepreneurs politiques les plus habiles, comme ça l'a été avec Macron. Si on veut à un moment donné stabiliser la démocratie française dans sa logique d'alternance et sa logique parlementaire, mais avec semi-présidentielle, comme on disait dans les typologies autrefois, il faudra bien que la primaire s'installe dans la vie politique française. Et il faudra bien que ceux qui ne veulent pas jouer le jeu
eh bien, soient amenés à expliquer pourquoi. Soit ils n'ont pas le courage de leurs opinions, ils pensent que leurs idées ne sont pas les meilleures, soit ils pensent qu'ils ne sont pas les meilleurs pour incarner la gauche. Mais s'ils sont convaincus d'avoir les meilleurs arguments et d'être les meilleurs pour incarner la gauche, ils n'ont aucune crainte à aller dans une primaire. Si Mélenchon pense qu'il est le meilleur, il ne doit absolument pas craindre la primaire. Et donc la primaire, c'est quand même un processus, quand on voit comment se déroule une primaire américaine, c'est un processus vraiment fascinant en termes à la fois de production d'idées, de mobilisation de tout ce que la société civile compte de forces politiques organisées, et puis de processus qui est quand même le cœur du cœur de la vie d'un parti, de faire émerger des leaders, et de faire émerger des leaders qui rassemblent. Et ça, je pense qu'on ne peut pas s'en passer en politique. Aussi horizontal, aussi participationniste soit-on, on a besoin à un moment donné de ce moment interne qui laisse parfois des blessures, mais qui en même temps crée cette mobilisation, crée l'engouement et fait qu'on est bien préparé après pour emporter l'élection présidentielle. Je crois que l'atout de Biden, ça a été aussi le fait que Trump se représentait, là où Biden a eu une espèce de pré-campagne importante et a dû négocier avec les différents courants propres au Parti démocrate pour établir sa propre plateforme et puis ensuite partir avec cet avantage stratégique. Si la gauche française arrivait à mener ce combat, je crois qu'elle peut et vraiment, je voudrais vraiment qu'on puisse faire ce qu'on peut pour convaincre qu'il y ait une vraie primaire en France, parce qu'il n'est pas trop tard, et faire en sorte que ce soit une manière d'attirer l'attention sur les thèmes de gauche pendant 6 mois, 8 mois avant le moment de l'élection, et éviter de se faire piéger dans les thèmes de droite, et puis faire émerger les meilleures idées, le meilleur candidat ou le moins mauvais, et forcer celui qui se présente comme le candidat naturel à devenir le challenger. Merci beaucoup. Je pense que là, nous avons balayé suffisamment de thèmes. J'enregistre et je note bien ce plaidoyer pour les primaires et j'espère que sera diffusé à la fois en France et en Belgique. Et merci vraiment d'avoir ce regard à la fois d'un Belge sur la France et d'un Français sur la Belgique. Je trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir ces différents point de vue. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que cette conférence a été très riche sur l'avenir de la social-démocratie. On a balayé énormément de choses. On a été assez ambitieux sur le programme et vous avez réussi à vraiment répondre au plus de questions possibles de manière précise et vraiment maintenant, bon, je sais pas si demain on va gagner, mais en tout cas, on a les armes intellectuelles pour. Je laisse Lorenzo. Oui, merci beaucoup à tous les deux pour ce débat d'une réelle envergure. C'était vraiment très intéressant et voilà, je vais juste donner la parole à Monsieur Costa pour un petit mot de la fin peut-être. Mais voilà, merci beaucoup pour ce débat qui était vraiment très intéressant. Bien, bah écoutez, moi je dois remercier les intervenants aussi, les spectateurs. Je propose qu'on prenne date effectivement pour un débat en live au collège, en espérant que la situation sanitaire s'améliore. Les choses peuvent encore évoluer positivement d'ici le mois de juin et avoir peut-être un vrai débat en présentiel avec un peu de convivialité et peut-être même un petit cocktail ou quelque chose comme ça, de manière à pouvoir continuer aussi la réflexion dans un cadre un peu plus informel. Ce qui manque le plus dans toutes ces visioconférences qu'on fait depuis un an, Oui, c'est-à-dire qu'on prend la partie formelle et on n'a absolument pas les petites discussions d'après autour d'un verre de vin. Et c'est là que les choses, c'est là que les choses se font, en fait, oui, bien sûr. Avec Paul, on n'a jamais eu l'idée d'un bon article à moins de 4 verres de vin, donc il faut absolument qu'on s'y remette. Donc merci à toutes, à tous, merci Nabil et Lorenzo pour avoir organisé ça, et donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, et merci à Paul, merci à vous, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous, et avec grand plaisir. Moi, le seul fait de savoir qu'il y a une section du PSE à Bruges et qu'il y a des étudiants et des chercheurs du Collège d'Europe qui en sont membres, c'est une excellente raison pour venir à Bruges. Et en plus, chacun sait que la scène restaurant et café brugeoise vaut le détour. Donc, avec grand plaisir.